Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, parfaitement. Donc, je suis l'archéologue en charge du suivi du département de l'Essonne pour le ministère de la Culture, sous autorité du préfet de région. À ce titre, je prescris des interventions archéologiques sur l'ensemble du département. J'effectue leur contrôle scientifique. Et bien entendu, j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises, de générer des interventions archéologiques sur le centre ancien de Montlhéry. Et quand on travaille sur Montlhéry, bien entendu, on lève la tête en direction de ce château qui domine le paysage. C'est un château philippien atypique, et vous allez voir dans cette communication pour quelles raisons. Alors, le bourg de Montlhéry et également celui de Lina sont indissociables de l'existence d'un grand axe routier qui est la route de Paris à Orléans, donc qui relie la capitale de Philippe-Auguste. Paris devient capitale sous Philippe-Auguste. Et qui, donc cet axe relie la capitale à la vallée de la Loire. Je vous rappelle qu'à cette époque, la cour royale est itinérante, il y a beaucoup de châteaux dans la vallée de la Loire. Et au-delà, on descend aussi en direction de Bordeaux, de Toulouse, et au-delà de l'Espagne, et bien entendu de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est un itinéraire majeur, c'est une des routes principales du Royaume de France. La situation au début du règne des Capétiens, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le domaine royal est assez réduit. C'est la partie que vous voyez en bleu. Et au milieu de ce domaine bleu, vous avez une entité verte, c'est la châtellenie de Montlhéry. Or, la route de Paris à Orléans constitue la colonne vertébrale routière du domaine royal. Et il est impossible d'éviter de passer par Montlhéry. On est obligé de passer par Montlhéry. Donc finalement, cette châtellenie de Montlhéry est comme un caillou dans la chaussure des souverains capétiens. Et il y aura pendant plusieurs années des conflits importants avec la famille de Montlhéry. Ce n'est finalement qu'en 1118 que Montlhéry intègre le domaine royal. De cette époque, on peut peut-être évoquer la présence au nord du château d'une parcelle ovalaire que l'on appelle la motte. C'est un tas de terre. Voilà. Alors on ne le voit plus aujourd'hui dans le paysage parce qu'il est recouvert d'arbres, il est masqué. Mais à cette époque, au XIXe siècle, on le voyait encore assez bien. Donc voilà. Est-ce que c'est un vestige d'une fortification castrale du tout début du règne des Capétiens? Je n'en sais rien. Voilà. Toujours est-il, il faudrait procéder à son étude, bien entendu. Toujours est-il qu'au début du règne de Philippe-Auguste, et comme l'a montré Alain tout à l'heure, la situation a bien évolué. Le domaine capétien s'est affermi, et face au domaine capétien, on a bien entendu l'empire plantagenet. Donc, à cette époque-là, Philippe-Auguste, en plus de marquer son territoire et particulièrement les nouvelles provinces qu'il conquiert, il doit aussi fortifier, sécuriser, je dirais plutôt, sécuriser la route de Paris à Orléans qui constitue un des principaux moyens pour ravitailler la capitale. Donc, on renforce la fortification d'Étampes. On construit Tourdan, qui est une sorte de fortification avancée, et bien entendu, on renouvelle la fortification de Montlhéry. Il y avait, avant Philippe-Auguste, un château à Montlhéry, mais on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet. Donc, voici une évocation de la situation de Montlhéry avant la construction des nombreux bâtiments que vous voyez le long de la RN20. Ça a beaucoup changé. Hein. Voilà. C'est un peu une vision idéale. Vous voyez la tour de Montlhéry, hein, vous comprenez pourquoi on la surnomme encore le phare. La tour de Montlhéry est visible depuis Montmartre.
elle est visible depuis Brie-Comte-Robert. Donc en fait, c'est un marqueur du territoire. Cette tour, c'est Philippe Auguste, personnifié en pierre, mais c'est la personnification du pouvoir du roi sur la route et sur le paysage alentour. Donc le château va, au fil des siècles, subir plusieurs sièges, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, etc. Il commence à être démoli sous le règne d'Henri IV. Et au début du XIXe siècle, il a servi de carrière de pierre et il est bien abîmé. Alors, il est classé en 1840 et on commence à entreprendre des restaurations. Et vous voyez, sur cette première photo, on voit bien qu'il y a des maçonneries qui semblent un peu neuves. Voilà. Aujourd'hui, ces maçonneries, elles sont patinées. Et le château sert de ruine pittoresque pour le parc qui est aménagé tout autour de la butte. Toutefois, donc les restaurations, mais il y a aussi des fouilles qui sont organisées dès le XIXe siècle. Malheureusement, on n'a pas vraiment de rapport. On a aussi une association de Montlhéry, l'association des amis du château féodal de Montlhéry, qui pratique dans les années 60-70, sous la direction de Nicolas Payen, des investigations. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup du château de Dourdan, et c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé sur cette même diapositive, deux représentations issues du cadastre national informatisé. À gauche, Dourdan, à droite, Montlhéry. Je vous ai dit que c'était un château atypique. Vous voyez pourquoi ? La première chose, une différence de taille énorme. Le château de Montlhéry représente 1/4 à 1/5 de la superficie du château de Dourdan. Les plans sont à la même échelle. Deuxièmement, le château de Dourdan est construit dans un environnement urbain. Alors que celui de Montlhéry, on a quand même l'impression qu'il flotte un petit peu dans le vide. Et puis, en dernier lieu, le plan atypique. Alors ça s'explique assez facilement, parce que si vous connaissez Montlhéry, il y a quand même une topographie assez contraignante, et on peut comprendre qu'on ne pouvait pas construire un château aussi régulier que celui de Dourdan sur la butte. Alors, pour mémoire, je projette ce plan de Dourdan. C'est le château de Dourdan tel qu'il est représenté sur le cadastre napoléonien en 1820. Et donc vous voyez, le château est accolé à la ville, ici, donc la ville historique ici, et en avant du château, on a ce qui semble être un gigantesque enclos de plan en U. Comme le disait Vivien tout à l'heure, on a la même chose au château du Louvre sur les plans, les premiers plans de Paris. On distingue bien ce plan en U devant le château du Louvre. Donc revenons à notre château. Nous avons ici des gravures de Claude de Châtillon qui ont été élaborées vers 1840, à l'époque où le château est ruiné et a commencé à servir de carrière de pierre. En particulier la gravure du haut, donc on reconnaît bien la tour maîtresse, on reconnaît bien l'entrée avec les tours, et puis sur la gauche, on voit qu'il y a des éléments qui descendent, ainsi qu'un bâtiment qui est... c'est la chapelle dont on voit les ruines aujourd'hui au bas du château. Et puis sur la seconde gravure, donc l'entrée du château est par là, et puis on sent qu'il y a des choses qui descendent en direction de la ville. Ce sont des choses qu'on ne voit plus dans le paysage aujourd'hui. Alors, en allant plus loin, en regardant les plans, encore des plans anciens, sur le plan de gauche, qui est extrait de l'Atlas de Truden, sont représentés deux enclos en contrebas du château. Vous voyez, à l'emplacement sous la flèche rouge. Et sur un plan daté de 1840, on voit encore les traces de ces deux enclos. Si on va un petit peu plus loin sur un plan, le cadastre de 1820 qui est conservé à la mairie de Montlhéry, on voit qu'il y a en fait même trois enclos. Vous les voyez à gauche, on a le château tel qu'on le voit. Aux alentours, on a un premier enclos dans le secteur de la chapelle Saint-Louis, puis un deuxième central, puis
un troisième. Et en fait, comme on est sur une pente, ce sont des aménagements qui font terrasse, que vous avez représentés sur la photo de droite, avec la petite chapelle qui est située là, devant le capot de la voiture blanche. Alors, c'est très étonnant parce que finalement, souvenez-vous ce que je vous disais sur la petite taille du château de Montlhéry. Tout de suite, là, on multiplie la superficie de ce château par 3. Et donc, on commence à rentrer dans les standards d'un château classique. Aujourd'hui, sur le terrain, ça ressemble à ça. L'aménagement du parc au XIXe siècle a gommé tous ces éléments qui ont d'ailleurs été récupérés comme matériaux de construction. On devine vaguement quelques micro-reliefs qui pourraient indiquer l'emplacement des fortifications disparues. Le meilleur vestige, c'est en fait celui de la chapelle Saint-Louis. Alors, que sont ces vestiges ? Vu que la plateforme castrale que l'on voit aujourd'hui au sommet de la butte était très étroite, on ne pouvait pas mettre tous les équipements nécessaires dans cet emplacement. Et c'est donc la raison pour laquelle, à titre d'hypothèse, je n'en sais rien, c'est une hypothèse que je pose, peut-être qu'on a dû les étager sur plusieurs terrasses. Par exemple, les communs, par exemple des écuries, des celliers, des fours pour la cuisine, etc., des réserves. Voilà. Donc, c'est une proposition. Ça n'en est pas certain, mais voilà. En attendant, ça serait une proposition à vérifier. Donc, autre chose. Donc, revenons à notre plan général. Donc là, c'est un plan qui date de 1938, sur lequel je figure le château tel qu'il est visible et ses terrasses, et la mode castrale. Ici, en ocre, j'ai tramé l'emprise de la ville de Montlhéry telle que on peut la supposer d'après les limites de la fortification urbaine de la fin du Moyen-Âge. Je précise bien à la fin du Moyen-Âge. Et si vous regardez bien en bordure de la motte, à droite de la motte, il y a un chemin qui contourne la motte, puis qui descend un peu plus bas, puis une limite parcellaire qui va en direction du château. Ça donne ça. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que ça lie la motte et le château maçonné. Et si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on pourrait, à titre d'hypothèse, là encore c'est une hypothèse, ce n'est pas vérifié, on pourrait prolonger ce trait, contourner le château et on arrive tout droit vers un angle de la fortification. Et si on le prolonge dans l'autre sens, on arrive vers un angle de la fortification. Alors regardez, ça nous donnerait quelque chose comme ça, une hypothèse bien entendu. Alors, si on arrive si cette hypothèse est réelle, cela signifierait, on pourrait analyser la situation ainsi, la partie principale du château, quasiment le logis royal et ses équipements les plus importants, le cœur du site, des équipements proches pour desservir la cour, la domesticité, et une sorte de grande basse-cour autour, une basse-cour qui relierait le château à la ville, un petit peu comme à Dourdan, comme au Louvre, et dans lequel pourrait par exemple stationner le cortège de la cour royale itinérante, chariots, tentes, etc. Donc revenons sur les principaux vestiges visibles actuellement. Donc la partie principale du château, de plan pentagonal. Donc les courtines sont constituées de beaux blocs de grès légèrement talutés, les élévations avec des matériaux un peu plus petits. Il n'y a pas de fossé autour du château parce que ce n'est pas nécessaire, la pente du site est très très importante. Le seul fossé se fait du côté de l'accès. A priori, ce n'est pas un fossé dont l'escarpe et la contre-escarpe sont vraiment maçonnés, mais il faudrait le vérifier. Voici, à gauche, d'après la gravure de Claude de Châtillon, l'aspect de l'entrée au début du XVIIe siècle, et à droite, une photo représentant l'accès aujourd'hui. Alors, si vous regardez bien la gravure, on voit que la porte était ogivale,
Elle était surmontée de 2 niveaux peut-être d'archères et au sommet apparemment un niveau de machicoulis, postérieur à l'époque philippienne bien entendu. C'est une tour-porte. C'est assez étonnant ça, parce que si on compare cette tour à celle de Dourdan, à celle du Louvre ou d'autres châteaux, c'est une solution architecturale assez étonnante. On a presque envie de dire un peu dépassée. En fait, pas du tout. Elle s'explique très bien, ce choix s'explique très bien. On avait de part et d'autre de cette tour que 5 mètres de courtine. À Dourdan, on a 25 mètres. Et donc à Dourdan, on a la place pour installer un châtelet comme celui que vous voyez quand vous rentrez dans le site. Alors qu'à Montlhéry, non, il n'y a pas la place. Donc on construit une tour-porte. Et c'est peut-être l'étagement des terrasses qui étaient munies de tourelles aux angles, qui magnifie l'entrée. Autre élément, il n'y a pas de rainure ou de feuillure autour de la porte pour indiquer qu'il y avait un pont-levis qui se soulevait contre la maçonnerie. Cela signifie que le pont-levis était peut-être projeté en avant sur une structure en bois, comme à Dourdan. Nous en reparlerons cet après-midi. Voici les tours d'angle. Ce sont des tours de plan circulaire. Et ici, des tours de flanquement. Alors, si vous avez bien écouté la communication de Jean tout à l'heure, ce sont des tours qui sont semi-circulaires. Et vous vous rappelez, et celles qui sont près du pont-levis, près de l'entrée, sont circulaires. En fait, moi, c'est assez étonnant parce que ça me fait penser à des tours qui sont situées au milieu de courtines et pas forcément des tours d'angle. Un petit peu comme si on avait voulu à tout prix faire rentrer le modèle philippien sur ce petit éperon, mais qu'on avait contraint un peu les murs, plutôt que de faire des courtines bien droites, on subit la topographie, mais on met quand même ce qu'on sait faire, le modèle avec les tours semi-circulaires. Voici la tour dite brûlée, qui est la seule qui conserve une élévation. Donc on a un premier niveau qui était couvert d'une voûte dont on voit le vestige. Il y a 2 archères à ébrasement simple. On distingue également donc, les archères ici. Et là, on a une niche qui servait de latrine avec le conduit d'évacuation des matières fécales qui aboutissait à l'extérieur des remparts dans ces ouvertures. Donc il y avait en fait 2 latrines superposées. Voici la tour maîtresse, le donjon, qui est située à l'extrémité du site. Vous remarquerez sur le plan qu'elle présente quasiment le même diamètre que les tours de flanquement. On est face à, je crois que c'est, Jean pourra peut-être le confirmer, je crois que c'est la plus petite tour maîtresse philippienne, point de vue diamètre. Elle fait 9,60 m de diamètre. Seule la partie basse est philippienne. Le reste de l'élévation date, selon toute vraisemblance, de la fin du XIVe siècle. On le voit bien aux différences d'appareils. Vous remarquerez aussi que le niveau de la cour était peu ou prou par là, peut-être là, mais en tous les cas pas aussi bas que ce que l'on voit aujourd'hui. Voici à l'intérieur le premier niveau de la tour. Donc c'est une pièce de plan hexagonal avec des 2 archères à ébrasement simple, dont une qui est munie d'une petite niche latérale, celle que l'on voit là-haut, qui permettait sans doute d'utiliser une arbalète. Sur le côté droit du plan, vous voyez, il y a une autre porte qui permet d'aller à l'extérieur. Voici cette porte, avec à gauche une vue à l'intérieur. On voit qu'il y a des rainures ici, des rainures pour faire coulisser une herse. Quand on est à l'extérieur de la tour, malheureusement, c'est un petit peu dégradé
Et on ne retrouve pas l'ogive qu'on devrait avoir, comme au château de Dourdan. On ne trouve pas non plus de feuillures permettant d'indiquer qu'il y avait une plateforme qui montait et descendait comme un pont-levis. Donc on ne sait pas trop comment fonctionnait cet accès. Mais le double accès à la tour maîtresse est une caractéristique des tours philippiennes. Au deuxième étage, on a plutôt des fenêtres avec ou-siège qui indiquent une fonction résidentielle. Toutefois, on remarquera qu'il n'y a pas de cheminée. C'est assez étonnant. Et on a un escalier qui monte vers le troisième niveau disparu. Le troisième niveau disparu, bon, on n'a pas beaucoup, on n'a aucune information à son sujet. J'ai proposé à côté une évocation de ce que pouvait être la volumétrie de la tour, donc avec un troisième niveau qui était sans doute encore habitable, puis un quatrième niveau, le niveau défensif avec des tours, et enfin la charpente avec peut-être un galetas à l'intérieur, des pièces habitables, lucarnes, etc. Mais donc, vous voyez, c'était déjà une tour assez conséquente. Voici la vue que l'on a depuis le sommet. Et donc là, ça permet d'évoquer une autre caractéristique de l'architecture philippienne. Les bâtiments sont accolés aux courtines afin de dégager un espace pour la cour. Ces éléments-là ne sont pas médiévaux. Hormis ici une cave, mais bon, j'ai pas tellement d'informations au sujet de cette cave, donc je ne vous en parlerai pas. Donc, on va parler du bâtiment qui est sur la gauche. C'est un bâtiment qui mesure environ 30 mètres de large pour 31 mètres de long pour 9 mètres de large. Il est très arasé. Alors, ce bâtiment est scindé en deux espaces. Le plus important, c'est celui-ci, celui que j'ai tramé en rose. On trouve à l'intérieur de cette grande pièce qui fait 18 mètres de long, deux piliers qui ont été remis en place par les fouillères et qui devaient supporter un plancher. Mais ce qui est très important, c'est ça. Ça, ce sont les bases, c'est le premier élément d'un grand degré, c'est-à-dire un escalier qui menait probablement à la grande salle du château. Et vous remarquerez d'ailleurs, sur le plan que j'ai figuré à gauche, que la porte d'entrée de la tour maîtresse est située exactement dans l'axe de l'emplacement supposé de la porte d'accès à la grande salle. La pièce suivante, accolée, plus petite, 8 mètres de long, pouvait être une cuisine. En effet, nous avons le long de la tour brûlée les traces d'un contre-cœur signalant l'emplacement d'une grande cheminée. Enfin, la courtine en face de ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est un grand mur sur lequel on ne voit pas grand-chose. La gravure de Claude de Châtillon nous signale l'emplacement d'une galerie. Bon, je ne suis pas certain que ça soit philippien, ça pourrait dater du XIVe siècle. Pour terminer cette communication, donc le château de Montlhéry est vraiment un bâtiment atypique, mais qui présente de nombreuses caractéristiques typiquement philippiennes. Toutefois, la difficulté que l'on a sur ce site, c'est qu'il est très très abîmé. Et voilà, regardez bien ces deux photos qui représentent la tour brûlée. Lorsque l'on voit cette carte postale qui doit dater des années 1900, regardez par exemple les latrines. Vous avez 4 blocs. Aujourd'hui, on n'en a plus que 3. L'archère qui est là était intégralement conservée. C'est terminé, il n'en reste qu'un tiers. Ici, nous avons des blocs verticaux, ils ont disparu. Aujourd'hui, là, on a un bloc de grès, et puis on en a plus d'autres sur le terrain. On ne peut pas imaginer qu'on laissait des blocs de grès apparents à l'époque médiévale. Donc tout ça était couvert de terre. Là, on voit encore pas mal de terre, pas mal d'herbes. Donc c'est un château qui est quand même... il est difficile de savoir où il reste des vestiges archéologiques en bon état de conservation. C'est la raison pour laquelle, peut-être, à titre de piste de recherche, il faudrait regarder ce qui se passe à l'extérieur du château. Alors là, je voudrais vous montrer
Ces photos qui sont des sondages qui ont été réalisés par Madame Vera Marques Oliveira, qui, je fais une parenthèse, aurait dû faire cette communication, mais n'a pas pu pour des problèmes de dernier moment. Donc elle a très rapidement fait 2 sondages qui lui ont permis de mettre au jour les fondations des courtines, et on retrouve, comme par exemple au Louvre, comme certainement à Dourdan, des petites retraites, un petit peu comme ce que vous avez montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça mérite d'être examiné. Aujourd'hui, les niveaux sont conservés. Et on pourrait peut-être imaginer de faire une exploration au pied de la tour maîtresse pour voir comment se fonctionnait la sortie que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez là, les très riches heures du duc de Berry. On a des détails qui nous montrent 2 représentations de châteaux en sommet de collines. Ça évoque quand même bien le château de Montlhéry. Je dis évoqué parce qu'on ne sait pas, on n'en est pas certain. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une palissade autour de ces châteaux. Est-ce qu'on avait la même chose à Montlhéry? Je n'en sais rien, je posais la question. Donc, en fait, il serait intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur du château, particulièrement au niveau des terrasses dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, je vais terminer sur ce plan qui représente la ville de Montlhéry, le château que vous voyez tramé en rose. Et à l'autre extrémité du plan, vous avez le prieuré. Il faut bien dire le prieuré de Lompont. Et regardez, moi j'aime bien faire des lignes droites. Si je pars d'ici, je continue, j'arrive quasiment sur le portail de l'église. La sortie de la ville ici. Un autre trait. Je continue. Je vais à l'entrée du bourg de Lompont. Donc, est-ce qu'on n'a pas ici 2 chemins pour aller en procession, en pèlerinage à Lompont? Je pose la question, je n'en sais rien. Alors, j'aimerais bien aujourd'hui faire des interventions archéologiques qui permettraient de vérifier cette hypothèse. Alors, il y en a eu une qui a été faite récemment par Vincent Bouster, que je salue, qui a eu lieu par là. On n'était pas loin du chemin. Je me suis dit, avec un peu de chance, on va pouvoir voir s'il y a un fossé bordier, du mobilier. Bon, malheureusement, Vincent n'a pas trouvé d'éléments permettant de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Toutefois, Vincent et son collègue Stéphane Harlet ont réussi à mettre en évidence des fosses de plantations qui pourraient être des vestiges d'un vignoble daté du XIe siècle. Donc ça serait quelque chose d'assez intéressant parce que ça voudrait dire que au moins un vignoble, donc au milieu du Moyen-Âge, existait sur le versant de Montlhéry. Donc voilà, je vais achever cette communication ici. Ça pour vous dire qu'il est très important de mettre les châteaux, non pas de les étudier pour ce qu'ils sont, c'est très bien, il faut le faire, mais de les mettre dans leur contexte. Voilà. Beaucoup d'hypothèses, c'est-à-dire des axes de recherche, et des hypothèses qui seront confirmées, d'autres qui seront infirmées, nous verrons à l'avenir. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui. Une question sur la motte féodale. Est-ce qu'une étude a été faite sur la motte elle-même qui fait face au château? Alors, Nicolas Payen et les amis du château féodal de Montlhéry ont procédé, je crois que c'était vers 1970, à des sondages. Je sais qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la butte les traces d'une maçonnerie en meulière, mais les éléments de datation manquent un petit peu et je crois qu'il faudrait reprendre une étude. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, et je peux me tromper, mais à ma connaissance, c'est la seule éminence correspondant à une motte classique que l'on trouve en Essonne. Il y a
une autre plateforme. Alors, généralement, on parle plutôt de plateforme castrale en Essonne. Par exemple, il y en a une qui a été trouvée sur le plateau de Saclay par l'INRAP, quelque chose de gigantesque, avec un bâtiment de 457 mètres carrés à l'intérieur. Donc c'est très différent. Là, c'est la seule éminence que je connaisse. Il y en a peut-être d'autres qui ont été arasées. Voilà. D'accord. Oui, monsieur. Salamani. On dit souvent qu'il y a des souterrains qui permettaient de s'échapper des donjons et qui allaient conduire dans la campagne extérieure. Moi, nous avons habité Longpont-sur-Orge pendant 40 ans, et la tradition populaire faisait en particulier état d'un souterrain qui conduisait du château de Montlhéry à l'Orge, le pont de l'Orge à Longpont-sur-Orge. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Alors, oui. Moi-même, je vous dirais que ce matin, on m'a appris qu'il existait entre un bâtiment, je ne citerai pas où, et le château de Dourdan, un souterrain, etc. Bon, la vérité, c'est qu'on donne des informations, on cite des souterrains quasiment dans tous les châteaux. Et que souvent, cette hypothèse de souterrain est basée sur l'existence d'entrées souterraines qui sont effondrées. Et dans la plupart du cas, ces entrées souterraines sont des caves. Donc, il y en a beaucoup à Montlhéry, des caves. Je ne connais que 2 souterrains. Le premier, il est à Dourdan. Et Dominique nous en parlera certainement cet après-midi. Il s'agit d'une circulation entre la tour maîtresse et le reste de la plateforme castrale, mais une circulation qui a été improvisée, bricolée pendant les guerres de religion. Donc là, c'est pour éviter les tirs de balles. Et j'en connais un autre de souterrain, qui est situé à la Roche-Guyon, qui permet de circuler entre le château haut, donc la tour maîtresse, et le château bas. Pareil, c'est un escalier creusé dans la falaise. Là, c'est un escalier de circulation. Dans la plupart des cas, on ne peut pas imaginer de souterrain pour s'échapper, parce que, imaginez le travail nécessaire pour construire un souterrain sur des centaines et des centaines de mètres. Il y aurait automatiquement des gens au courant, et la sortie secrète n'aurait pas été secrète. C'est parce qu'on a perdu le sens de ces entrées bouchées que l'on voit et qui sont, dans la plupart du cas, des caves. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Peut-être qu'il faudrait relativiser ce que vous appelez l'isolement du château, parce que les documents graphiques, évidemment, qu'on a du XVIIe, évidemment, à cette époque-là, après la guerre de 100 ans, le château, il est ruiné. Mais on sait bien qu'il y a une paroisse autour, une paroisse propre. Il y avait 2 églises à Montlhéry, Sainte-Trinité qui reste, et puis l'église Saint-Pierre, doublée du prieuré, un sous-prieuré du prieuré de Longpont, la chapelle Saint-Laurent, attenante au prieuré. Et on voit bien, concernant les revenus que procure ce sous-prieuré au prieuré de Longpont, que c'était une grosse paroisse, très habitée. Et donc, évidemment, les sièges successifs ont certainement ruiné cet emplacement, enfin cet habitat, qui fait que petit à petit, cette paroisse, elle a été d'ailleurs supprimée avant la Révolution. Mais je pense que le château était moins isolé qu'on ne pense. Voilà. Absolument, je suis d'accord avec vous. Merci. Dernière question, oui, Alain Salamé. Au niveau de la grande salle, niveau inférieur de la grande salle, existe-t-il une cheminée? Je n'ai pas vu de... Non, il n'y a pas de trace de cheminée dans les éléments visibles, mais on est vraiment avec des vestiges qui sont très, très, très arasés. Donc, a-t-elle pu exister ou parce que est-ce que toute trace a disparu? Alors, Soit la fonction, soit c'est lié, soit une grande salle, une salle du chemin. j'aurais aimé revenir sur... Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur le... Oui, rapidement, Parce qu'il y a un élément de réponse. Oui, j'y arrive pas. Ah si, j'y suis, d'accord. Alors attendez, maintenant j'essaye avec la souris. Bon, ça ne veut pas venir comme ça. Alors je vais utiliser l'ascenseur. Je me rapproche de la diapositive. Voilà. Voilà, celle-là. non.
Bon, enfin, c'est suffisant. Donc c'est la tour brûlée. Donc la grande salle, le bâtiment adossé. Je vous ai dit que l'escalier montait au niveau 1 qui correspondait sans doute à la grande salle. Et on a là-haut, en fait, dans la maçonnerie, à gauche de la cheminée, on a un petit replat qui peut correspondre au niveau de cette grande salle. Alors, la question, c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de cette grande salle. Est-ce qu'elle correspondait exactement à celle avec les 2 piliers au rez-de-chaussée, ou est-ce qu'elle s'étendait sur l'ensemble du bâtiment? On ne le sait pas. Mais si elle s'étendait sur l'ensemble du bâtiment, on peut imaginer qu'il y avait une 2e cheminée au niveau de ce contre-cœur. C'est le seul élément de réponse que je peux vous apporter. Très bien. Voilà. Bien. Alors, avant que nous allions déjeuner, parce que je sens qu'il y a des estomacs qui gargouillent, je voudrais saluer plusieurs personnes. Tout d'abord, Sonia Leclerc, qui est juste là-bas. Bonjour Sonia. Sonia, qui est l'architecte qui a réalisé l'extension du château, du musée du château en 2018 et qui nous fait l'honneur de sa présence. Extension du musée dans laquelle sont présentée justement l'architecture philippienne. Nous avons également Charlotte Porc qui est là, qui est venue du Mans pour nous saluer. Charlotte Porc, il y a très longtemps, j'ai fait sa connaissance alors qu'elle était étudiante à l'école du Louvre. Et pour un mémoire de Master 1, elle cherchait un sujet. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai un sujet à proposer. Ça serait bien de tenter une approche de l'environnement urbain du château de Dourdan avec la ville, c'est les hypothèses de développement urbain. Donc Charlotte s'est beaucoup intéressée à ce sujet et puis elle a continué, elle l'a développé, elle a travaillé avec Sandrine Robert et puis dans 3 semaines, elle soutient une thèse finalement où on sent qu'il y a eu un cheminement intellectuel. Et aujourd'hui, elle travaille sur l'intégration des paysages dans les plans locaux d'urbanisme, avec des exemples en Bretagne. Enfin, tout à l'heure, Alain a parlé des châteaux réguliers philippiens. On en a un autre dans le département, c'est le château de Marcoussis. Alors, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un château qui est essentiellement aménagé dans les vestiges que l'on voit aujourd'hui, à l'époque de Charles VI. Et les ruines sont assez arasées, hormis une tour. Et alors je voudrais saluer Pierre Bourgueil, qui représente l'association historique de Marcoussis, qui est ici, et qui depuis des années travaille avec l'association Rempart pour conforter, restaurer les courtines, les contre-escarpes, etc. Enfin, un travail assez important avec beaucoup de jeunes. Et en particulier, depuis quelques années, il y a une archéologue, Sarah Béger, qui vient tous les étés pour fouiller ce château et essayer de trouver des informations nouvelles qui enrichissent la connaissance de ce site. Voilà, donc je salue aussi Patrick et par son intermédiaire Sarah Béger, bien entendu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un bon appétit. Et je vous dis à cet après-midi.